Je m'appelle Alain Cornec, je suis vice-président aussi de DEI France. Et tu penses que ce serait mieux? Non, c'est peut-être parce que je parlais pas directement dedans. Il faut parler en face. Le grand problème aujourd'hui dont on va parler, à mon avis, c'est l'intérêt de l'enfant. Et on est confronté à deux logiques. L'une, c'est celle de l'intérêt normal, ce que j'appelle normal de l'enfant, c'est-à-dire choisir entre papa et maman, prendre une mesure d'assistance éducative, et puis l'intérêt supérieur de l'enfant qui se trouve dans la Convention internationale des droits de l'enfant. Alors, je pense qu'il est aussi essentiel, Mme Bargeton l'a fait, de dire que c'est quand même le seul texte mondial, le seul texte législatif mondial que l'on célèbre tous les ans, après avoir été signé par tous les pays du monde, ratifié par tous les pays aussi, sauf les États-Unis, pour des raisons techniques qui dépassent cette matinée. Et voilà, donc l'intérêt de l'enfant va être au centre des débats, et cet après-midi, vous aurez aussi l'intervention de Catherine Dolto, qui, elle, n'est pas juriste et qui parlera de l'intérêt de l'enfant avec un point de vue de médecin, psychologue et aptothérapeute. Donc, on a Jean-Pierre Rosenzweig qui nous parlera de son point de vue de juge des enfants. Voilà, donc ça me paraît être essentiel d'avoir ces idées en tête, et je remercie également les barreaux de Nîmes et d'Alès et l'université d'avoir donné les moyens matériels de cette réunion. Voilà, merci. Je propose que vous preniez directement la parole, du coup. Oui. Ok. Alors, en fait, je vais peut-être juste présenter un petit peu le mouvement Défense des enfants international, qui est une ONG qui a été créée en 79 par le médecin. J'ai perdu son nom. Merci, Nigel Cornwell. Voilà, Nigel Cornwell. L'objectif étant de pouvoir procéder à l'écriture d'une convention qui accorderait en fait tous les pays, en tout cas le maximum de pays. La surprise a été de taille en 89, puisque effectivement lors de l'Assemblée générale des Nations Unies, l'ensemble des pays a voté pour cette convention. Et donc DEI a choisi de continuer de maintenir en fait son activité en proposant de veiller à l'application de cette convention au sein de la plupart des pays du monde. Donc aujourd'hui DEI compte une trentaine de sections au sein du monde. L'Assemblée générale internationale vient d'avoir lieu, on en reparlera peut-être tout à l'heure avec Jean-Luc Ronget, le président de Défense des enfants international France. Et donc c'est en 98 que la délégation française est née, sous l'impulsion donc de Jean-Pierre Rosenzweig, qui sera également là aujourd'hui. Et notre objectif en tant que DEI France, c'est effectivement de veiller à l'application de cette convention et de promouvoir cette convention internationale des droits de l'enfant. En 2017, DEI Gare a été créé. L'objectif étant d'être au plus près de la société civile, et en intervenant très particulièrement au sein des collèges, auprès des classes de 4e qui ont dans leur programme la connaissance de la Convention internationale des droits de l'enfant. Donc depuis 5 ans, nous sillonnons le département dans les différents collèges, et à ce titre, nous avons besoin de bénévoles, puisqu'il y a 52 collèges. Il y a plusieurs classes de 4e dans la plupart des collèges, et puis toutes les années, forcément, les classes de 4e changent, donc il y a beaucoup de travail, et on est loin de pouvoir couvrir l'ensemble du département. Et du coup, je pense que ça serait très intéressant. On l'a déjà un petit peu initié sur Alès avec l'avocate de Maître Blanchon, voilà, qui était sur donc les avocats d'enfants, et qui était un peu la référente au niveau des avocats d'enfants. C'est quelque chose qui est très intéressant de pouvoir intervenir en simultané.
Que dire d'autre au niveau de DEI? Je sais plus. Non, mais peut-être que du coup, oui. Alors. Oui, je crois que ce qui est important, on a l'impression d'être là en train de promouvoir le code civil. C'est un peu l'impression que ça donne, c'est-à-dire qu'on a fait un travail, nous, juridique, au niveau DEI France et DEI International, on fait un travail de promotion de textes législatifs, et aujourd'hui, c'est plutôt un travail de juriste, alors que la notion d'intérêt de l'enfant, on y reviendra, c'est tout le monde pense savoir ce que c'est que, comme le bon sens est la chose du monde la mieux partagée, l'idée de l'intérêt de l'enfant est sans doute la deuxième chose du monde la mieux partagée, chacun pensant savoir ce que c'est pour ses enfants. L'intérêt de l'acide, c'est que c'est un couteau suisse, et vous vous en rendrez compte au cours de la journée, c'est un couteau suisse qui permet de régler toutes sortes de situations et qui nous donne à nous, juristes, des moyens de nous emparer de ce texte qui, je le rappelle, est un texte international, donc en vertu de l'article 55 de la Constitution, un texte supérieur, qui a une force supérieure à la loi interne, et de dire au juge, monsieur le juge, l'article 23 de la CIDE dit ceci, ou l'article 47 dit cela, et ça définit tel intérêt de l'enfant, et cet intérêt-là, vous devez en tenir compte. Et si le juge vous dit non, il faudra qu'il explique pourquoi. C'est donc, on se donne à nous les moyens de forcer les juges à répondre à des questions, et on fait notre travail de juriste, on qualifie les choses, et on doit avancer, et ça nous fait avancer, et ça fait avancer le droit. Et je pense que c'est très important, parce qu'avec cette convention, et ça nous donne à nous un moyen quotidien de travail. J'ai eu le plaisir hier d'entendre Catherine Dolto citer l'acide à propos de la connaissance du sexe de l'enfant par l'échographie. Elle est très contre. Et elle a cité l'acide en disant l'article 16 de l'acide donne le droit à l'enfant à l'intimité. Et annoncer le sexe de l'enfant avant la naissance, on viole son intimité. Alors elle est très contre, je ne vais pas vous refaire son exposé, mais elle a pu invoquer un texte supranational pour dire pourquoi il n'était pas bon de révéler le sexe de l'enfant avant la naissance au moment de l'échographie, alors que c'est très banalisé. Donc ça démontre, c'est un exemple qui démontre comment on peut utiliser au quotidien l'acide. Et c'est tout à fait, à mon avis, tout à fait fondamental, et voilà pourquoi nous en assurons la promotion. Oui, je vais peut-être tout simplement me présenter très rapidement parce que je suis arrivée un petit peu en retard. Sylvia Guélard, donc je suis avocate au barreau d'Alès également, et je fais partie du groupe avocat de l'enfant d'Alès depuis une dizaine d'années maintenant. Auparavant, j'ai exercé au barreau de Marseille, auprès duquel j'étais également dans le groupe avocat de l'enfant depuis les années 90 à peu près, car le groupe avocat de l'enfant de Marseille a été à peu près créé à la même époque que le groupe de Nîmes et d'Alès. Et donc, nous pouvons quand même déjà bénéficier d'une grande expérience dans le passé. Et la bonne nouvelle que je peux annoncer, que très récemment, la spécialité avocat d'enfant a été reconnue par les autorités. Et donc, ça intéresse peut-être certains étudiants qui sont dans la salle pour leur avenir professionnel. Donc, c'est tout à fait appréciable. Ça veut dire que les choses vont quand même de l'avant constamment. Il y a eu plusieurs réformes. Et ça vient d'être dit, l'acide, c'est un texte supranational. Donc, alors s'il n'est pas dans beaucoup de dispositions directement applicables, il incite quand même les États généralement à prendre toutes les mesures de mise en œuvre justement d'une application efficace de ce texte pour garantir les droits des enfants.
Alors, nous, le texte, effectivement, comme ça vient d'être évoqué tout à l'heure par Maître Bargeton, déjà, c'est bien sûr l'article 12-13, le droit d'expression de l'enfant, et notamment en justice, qui nous intéresse tout particulièrement. Et je vais laisser la parole à Maître Bargeton, qui va vous exposer de quelle façon la parole de l'enfant est portée dans le procès civil, notamment très particulièrement devant le JAF. Et je reviendrai ensuite vers vous pour vous expliquer comment ça se passe, en essayant d'être aussi assez pratique devant le juge des enfants. Alors, en ce qui concerne les audiences devant le juge aux affaires familiales, d'abord, notre système est ainsi fait. Un enfant qui veut être entendu doit en faire la demande de manière écrite, en écrivant à l'ordre des avocats, qui vérifie que le courrier a bien été écrit par l'enfant et signé par lui. Il n'est en aucun cas possible de faire une désignation d'avocat d'un enfant avec un courrier dactylographié ou établi par un des parents ou pour l'avocat d'une des parties. C'est bien à l'enfant de faire une demande. Cette demande peut être adressée à l'ordre ou à la juridiction qui, en principe, le transmet à l'ordre pour que la désignation soit faite. Pourquoi ? Parce que comme ça, c'est le bâtonnier, donc le bâtonnier, c'est le responsable du groupe, enfin des avocats du barreau, c'est le bâtonnier qui désigne de manière sur une liste et on est désigné à la suite. Donc il n'y a aucune collusion, naturellement, entre l'avocat des parties et l'avocat des enfants, et mieux encore, entre les parents et l'avocat de l'enfant. Le risque est grand, et on le voit au quotidien, que le parent essaye d'influencer l'enfant, voire l'avocat de l'enfant, pour obtenir ce qu'il veut. Donc le système est fait ainsi. Une fois que le bâtonnier a désigné un avocat, celui-ci prend contact avec l'enfant pour le recevoir à son cabinet. En matière familiale, on s'oblige à recevoir les enfants au moins 2 fois, accompagnés par chacun des parents. Alors, accompagner, ça veut dire accompagner dans la salle d'attente. L'avocat de l'enfant n'échange pas, par les civilités d'usage, avec le parent et ne reçoit bien évidemment pas le parent. On reçoit l'enfant seul, si possible une fois accompagné par le papa, une fois accompagné par la maman. L'idée, bien évidemment, c'est de vérifier que la parole de l'enfant est la même quand chacun des parents l'accompagne, ce qui n'est pas toujours le cas. Ensuite, on explique à l'enfant qu'il a 2 possibilités. Ça, c'est assez particulier au sein des barreaux de Nîmes et d'Alès. L'enfant a la possibilité soit de rencontrer le juge en notre présence pour indiquer ce qu'il a à dire, soit de choisir que sa parole sera retranscrite par l'avocat, de manière écrite ou de manière orale. Ça, c'est au choix de l'avocat et selon les dossiers. Je crois que je parle sous le contrôle de mes consoeurs qui sont présentes. Je dirais que 8 enfants sur 10 décident que c'est l'avocat qui ira à la place de l'enfant. Très peu d'enfants ont envie de rencontrer les magistrats. S'il le fait, c'est en présence de l'avocat, naturellement. Ensuite, donc, on retransmet les propos de l'enfant au juge et notre rôle s'arrête là, c'est-à-dire qu'on ne donne pas notre opinion, on ne vient pas dire ce qu'on pense être le mieux pour l'enfant, on retransmet les paroles de l'enfant. Pendant l'entretien avec l'enfant, en tout cas, moi, je m'oblige à expliquer à l'enfant que s'il a le droit d'être entendu, c'est ce que dit l'article 12 de la CIDE, c'est ce que dit l'article 388.1 du Code civil, l'autorité parentale reste aux parents et s'ils sont en désaccord, la décision revient au juge, pas à l'enfant. Beaucoup d'enfants et beaucoup de parents pensent qu'à 13 ans ou 14 ans, c'est l'enfant qui va décider de son lieu de résidence. Non, il va s'exprimer, sa parole va être entendue, va être écoutée, très probablement plus entendue, plus il est grand, mais en aucun cas, ce sera lui qui va décider. Et c'est important parce que, notamment pour les petits, de savoir que la responsabilité de la décision ne pèse pas sur leurs épaules, c'est quelque chose de fondamental.
Il y a des enfants qui viennent pour dire aussi qu'ils n'ont pas envie de s'exprimer. Et ça, à mon sens, c'est une parole qui doit être entendue. Ou qu'ils en ont marre et qu'ils n'ont pas envie de choisir, qu'ils en ont marre de la bagarre. Voilà la façon dont nous intervenons en matière civile devant le juge aux affaires familiales. Quand la procédure est écrite, c'est-à-dire en matière de divorce, notre note doit être également manuscrite pour qu'elle soit contradictoire. C'est-à-dire que pour chaque partie en ait connaissance avant l'audience et puisse s'exprimer sur ce qui va être dit. Je pense que je n'ai rien oublié sur l'audition au civil. Qui me semble important. Alors sur le fonctionnement, sur le fonctionnement, le groupe Avocats d'enfants d'Alès fonctionne de façon à peu près similaire. Il n'en demeure pas moins que nous sommes. Alors ce qu'on peut dire, en tout cas ce que je dis depuis très très longtemps, et je pense que je vais voir si Maître Bargeton est de mon avis, c'est qu'en fait, en matière d'application de l'article 12 tel qu'il est prévu par la CIDE, on n'y est pas encore, hein, en droit français. L'article 388-1 du Code civil n'est toujours pas totalement conforme à l'article 12, puisque en fait l'avocat de l'enfant va être désigné si l'enfant fait la démarche pour demander être entendu en justice. Donc c'est un droit d'être entendu, mais nous savons que aussi l'article 13 prévoit que le juge doit prendre en considération l'avis de l'enfant dans la décision qu'il va prendre. Donc l'avis doit être pris en compte, et si l'enfant ne fait pas la demande, ça me paraît difficile de prendre en compte son avis. Donc, nous nous battons depuis fort longtemps pour que, en fait, l'audition de l'enfant soit obligatoire. Et d'ailleurs, dans le cas des décisions pour qu'elles puissent être appliquées sur le plan international, l'audition de l'enfant doit obligatoirement se faire, parce que sinon, les décisions ne sont pas applicables à l'étranger, notamment dans les pays européens. J'en ai déjà fait moi-même l'expérience en la matière, parce que j'ai traité des contentieux nationaux, pardon. Et donc voilà. Donc la décision dans laquelle il n'est pas indiqué que l'enfant a été entendu est effectivement entendu, et non pas simplement comme cela se fait d'après les textes français qui obligent en fait de demander éventuellement à l'enfant s'il veut être entendu et s'il veut bénéficier d'un avocat. Sur le plan européen, par exemple, ça ne suffit pas pour que la décision ensuite puisse être appliquée dans un pays de membres de l'Union européenne sans embûche. Et ça crée une insécurité juridique, à mon sens, qui est considérable, parce que même pour les parents, c'est extrêmement grave si la décision qui pense être applicable et qui sont même d'accord l'un en tout cas, parce que généralement la décision donne raison à l'un et tort à l'autre éventuellement, et celui qui perd, évidemment, il a des armes à la main pour contester la décision qui peut-être était tout à fait conforme à l'intérêt de l'enfant. Voilà, donc c'est important. Donc c'est un point que je voulais quand même souligner. Voilà, donc voilà, on est à peu près d'accord là-dessus, je pense, de toute façon. Je pense. Voilà. Alors, il y a aussi des matières qui ne sont pas couvertes en fait par l'audition, parce que c'est vrai que nous sommes actuellement dans une situation où l'enfant peut demander son audition devant le juge aux affaires familiales, et ça maintenant c'est inscrit dans les textes et c'est communément admis par tout le monde, mais force est de constater que les textes prévoient que l'enfant doit être entendu
peut être entendu s'il le souhaite dans les litiges qui le concernent. Et force est quand même de constater qu'il y a des tas de litiges qui concernent l'enfant. Je pense notamment aux expulsions locatives, les problèmes donc, où la famille risque de perdre le logement. En matière de reconduite à la frontière, expulsion, etc., devant le juge administratif. Voilà, on peut en citer d'autres. Et là, non plus, en France, on n'y est pas. Dans le respect de l'ACIDE. Et donc, il y a encore beaucoup de travail à faire. À chaque fois qu'on a éventuellement tenté de faire la demande, je connais des confrères qui ont essayé donc de porter la parole de l'enfant devant le juge administratif, par exemple. Je ne sais pas si à Nîmes, dans le cadre du groupe des défenses des étrangers, vous avez des retombées, je ne sais pas, j'ai pas trop connaissance, mais en tout cas, ça m'étonnerait fort que ce soit, moi j'ai pas l'habitude de juridiction administrative, mais ça m'étonnerait fort que ce soit admis par le tribunal administratif. Donc en fait, voilà, donc je vois que il y a quelqu'un qui s'y connaît et voilà. Donc alors voilà, donc on n'y est pas du tout encore. Il y a encore beaucoup de travail à faire pour faire vraiment respecter le droit des enfants à être entendus en justice. Et voilà. Bon, je vais peut-être passer. Est-ce que quelqu'un? Une question que vous posez. Est-ce que dans les violences conjugales, parce que c'est pas ma pratique quotidienne, dans les violences conjugales, est-ce qu'on entend les enfants? Alors, s'il le demande. Oui, non, mais voilà. Donc c'est ça le problème. En fait, on demande. Mais souvent, oui. Alors, en matière évidemment, quelqueusement, lorsqu'il y a des violences conjugales, les enfants peuvent être entendus, par exemple, par les services de police. Ça arrive tout à fait. On viole, dans le cas des séparations, des procédures devant le juge aux affaires familiales, bien sûr. Il y a une personnalité éminente qui arrive, donc je ne sais pas si on va... Voilà, Jean-Pierre Rosenzweig qui arrive, que je salue. Bonjour. Et alors, bon, j'ai perdu le fil, du coup. Voilà, on était sur les violences conjugales. Bon, évidemment, si dans le cadre de la séparation devant le juge aux affaires familiales, il y a les violences qui sont évoquées. Bon, ben c'est un procès qui concerne la séparation des parents et l'enfant va être entendu s'il le demande, bien sûr. Mais il va pas, il va pas être témoin. Voilà, les parents ne peuvent pas utiliser le témoignage des enfants dans le cadre de la procédure de séparation qui les concerne. Voilà, ça c'est interdit. Oui, alors donc on s'était un petit peu partagé les rôles. Maître Bergeton a évoqué le juge aux affaires familiales. Alors moi je voudrais juste vous dire quelques mots parce que je n'ai pas de montre sous les yeux. Donc voilà, quelques mots sur le juge des enfants. Alors, en France, nous avons le principe de la spécialisation du juge. Donc, il y a un juge qui est dédié entièrement aux enfants. Alors, le système de la protection de l'enfance, donc en fait, le juge des enfants, c'est celui qui protège, qui assure la protection des enfants. Il y a deux dispositifs en France qui est parallèle et quelquefois se croisent. C'est un dossier, donc quand on considère qu'un enfant est en danger, a des difficultés. Alors le danger des enfants, c'est aussi une notion qui n'est pas tout à fait toujours appréciée de la même manière par tout le monde, par les juges, par tous les intervenants, y compris des services sociaux. Hein. Mais bon, lorsqu'il y a un problème dans la famille, il peut se mettre en place un dispositif administratif via le conseil départemental où il y a des éducateurs qui peuvent éventuellement intervenir dans la famille.
mais c'est un cadre qui est entièrement contractuel, qui n'est absolument pas, qui n'est pas imposé aux parents. Donc, les parents qui souhaitent bénéficier d'une aide éducative peuvent le faire, peuvent en demander, le demander. Et donc, c'est le dispositif administratif. À côté de ça, nous avons un dispositif judiciaire, donc c'est le juge des enfants qui va ouvrir une procédure d'assistance éducative éventuellement lorsqu'il y a un signalement qui lui parvient. Donc, il peut se saisir lui-même ou même à la demande d'un des parents ou du procureur de la République qui aura recueilli un signalement également sur une situation compliquée. Alors, l'assistance éducative, cette procédure a aussi été remaniée plusieurs fois dans le passé. Il y a une grande réforme qui a eu lieu en 2007, où nous avons eu des avancées procédurales qui ont déjà consenties. L'enfant a alors à l'époque, donc il y a eu une toute récente réforme en 2012 qui a encore 2022, pardon, février 2022, qui a amélioré encore le dispositif et où là on a vraiment pas mal avancé quand même. Là depuis février 2022, je ne sais pas encore, on n'a pas encore suffisamment de recul pour voir vraiment si les juges des enfants ont pris le pli pour vraiment appliquer le nouveau dispositif qui a apporté pas mal d'améliorations, un peu globales, que je ne vais pas tout citer, mais en ce qui concerne en tout cas le juge des enfants et l'audition de l'enfant, elle est maintenant le juge depuis février 2022, le juge des enfants doit avoir un entretien individuel systématiquement avec l'enfant. Et le juge peut maintenant, via l'ordre des avocats, désigner directement un avocat de l'enfant. Alors, on n'est pas encore, et là aussi, c'est une avancée que nous devons encore faire, me semble-t-il, en France, à l'assistance obligatoire par un avocat systématiquement dans les procédures d'assistance éducative. Parce que c'est quand même une procédure qui n'est pas anodine, parce que dans cette procédure-là, contrairement au procès des parents en matière de séparation, l'enfant est partie au procès. Donc, l'enfant, avec l'assistance de son avocat, a la possibilité de mettre en œuvre tous les dispositifs possibles qui permettent le code de procédure civile en la matière. Et donc, il peut, y compris si la décision qui est prise par le juge des enfants ne lui convient pas, il peut faire appel. Donc ça, c'est quand même extrêmement important. Il ne reçoit pas, en deçà de l'âge de 16 ans, il ne reçoit pas directement la notification de la décision, mais au-delà de 16 ans, la décision doit lui être notifiée directement. Et voilà, donc, et alors, l'enfant accompagné de son avocat peut prendre connaissance du dossier. Dans la relation de l'avocat avec l'enfant, ça se passe à peu près de la même façon que lors de l'audition en matière JAF, juge aux affaires familiales. Évidemment, la rencontre avec l'enfant dans le cabinet de l'avocat se fait en toute confidentialité, en dehors des parents, et y compris également des services également de l'ASE, si l'enfant, alors l'aide sociale à l'enfance, hein, donc qui est chargée éventuellement du placement de l'enfant. Alors moi, j'aime pas trop dire placement, mais ça se dit toujours communément. Alors, on a maintenant quand même changé un petit peu de terminologie. On est arrivé quand même petit à petit pour dire que l'enfant est accueilli et non pas placé comme une chose. Voilà, donc les choses avancent. Alors, il y a une avancée qui a été faite par la loi de février 2022, qui fait que maintenant, lorsqu'un enfant est accueilli
en dehors de sa famille et donc suivi par l'aide sociale à l'enfance, l'aide sociale à l'enfance peut maintenant, alors surtout quand il voit qu'un enfant le demande, proposer directement, saisir directement l'ordre des avocats pour faire désigner un avocat à l'enfant qui le demande, qui souhaite être accompagné par un avocat dans cette procédure. Alors ça peut être tout à fait intéressant, bien sûr, hein, parce que quelquefois il y a des conflits d'intérêts qui existent dans une famille où il y a des problèmes de maltraitance, de violence vis-à-vis de l'enfant, éventuellement inceste ou que sais-je, vraiment des gros problèmes où les enfants sont accueillis dans une famille d'accueil, par exemple, et ils ne veulent pas retourner et ne peuvent évidemment pas, c'est pas envisageable de les faire retourner dans leur famille, alors que les parents soutiennent mordicus devant le juge des enfants qu'ils veulent absolument récupérer leurs enfants, alors que cela n'est pas dans leur intérêt, compte tenu des violences et du danger auquel il est exposé dans le cadre de sa famille d'origine. Alors tout le dispositif au niveau de l'accueil a connu aussi des améliorations par la loi de février 2022, notamment le centrage de l'accueil des enfants au sein de sa famille. Donc auparavant, il y avait la plupart des enfants étaient lorsqu'ils étaient accueillis, où le juge a décidé du placement des enfants, étaient accueillis soit dans un foyer, soit dans une famille d'accueil. Et la loi de février 2022 a amélioré aussi tout le dispositif autour des familles d'accueil pour faciliter l'accueil des enfants. Et la loi de février 2022 donne maintenant une priorité à la famille, au cercle familial des enfants. Donc en fait, la loi dit maintenant, sauf vraiment nécessité, les enfants peuvent maintenant être accueillis, ne doivent pas être sortis de leur contexte familial habituel, sauf exception, sauf nécessité. Donc, ça veut dire que c'est peut-être les oncles, les tantes dans la famille, de façon prioritaire, qui peuvent accueillir les enfants maintenant de façon prioritaire. La loi met aussi en place des possibilités de médiation familiale au sein de la famille entre les enfants et les parents. Voilà, donc ça peut être aussi tout à fait intéressant, mais aussi l'accent sur la primauté en fait du contexte familial, du contexte des proches des enfants, hein, voilà, de les laisser dans la proximité et de ne pas les sortir de leur milieu habituel, voilà, donc parce que ça peut aussi créer une nouvelle violence pour les enfants, ça on le voit tous les jours. Et aussi le principe de non-séparation des fraternités est aussi inscrit maintenant dans la loi, sauf vraiment intérêt particulier, parce qu'il peut y avoir aussi des... oui, voilà, donc il peut y avoir bien sûr évidemment des difficultés aussi qui font que en cas de violence entre les frères et sœurs, bien sûr ça n'est pas envisageable. Voilà, donc je ne sais pas si j'ai sûrement oublié un tas de trucs. Si Maître Bargeton veut peut-être un peu compléter mon propos. Juste une précision sur l'âge, on n'y est pas encore, hein, puisque d'un magistrat à l'autre, en tout cas à Nîmes, en termes de juge des enfants, on ne les entend pas au même âge. On avait une juge qui entendait des bébés et d'autres qui ne veulent pas les entendre avant un certain âge. À la cour, à Nîmes, ce n'est pas avant 16 ans. Oui, 16 ans. À la cour, à Nîmes, il n'y a pas d'audition d'enfants en deçà de 16 ans. Ils ne sont pas convoqués. Donc, il n'y a jamais d'enfants à la cour d'appel à Nîmes, à la chambre des mineurs. C'est comme ça. C'est une règle nimo-nimoise que j'ai trouvée dans aucun texte. Mais l'avocat est là. Hein. L'avocat de l'enfant est là, mais pas l'enfant. Et en ce qui concerne l'aide sociale à l'enfance et les désignations d'avocats de l'enfant, on en a très peu
il y a très peu de demandes de l'aide sociale à l'enfance pour faire désigner un avocat d'enfant. C'est la plupart du temps en matière pénale, hein, quand il y a des faits de violence et notamment de violence sexuelle. Ensuite, je pense que c'est délicat pour l'aide sociale à l'enfance d'informer un enfant de son droit à être entendu et à avoir un avocat, sachant que quasi systématiquement, même dans les dossiers où il y a des violences intrafamiliales, les enfants, ils ont envie d'être dans leur famille, c'est naturel. Donc, je ne sais pas s'il y a un problème de contrariété d'intérêt, de contradiction d'intérêt entre l'aide sociale à l'enfance et les enfants, mais en tout état de cause, pourtant, on s'astreint à faire des interventions dans les foyers, dans tous les centres d'accueil des enfants. Il y a très peu de demandes de désignation quand les enfants sont déjà accueillis au sein de l'aide sociale à l'enfance. Très peu. Okay. Je voudrais laisser la parole à Jean-Pierre Rosenzweig. Oui. Oui, bonjour. Je vais intervenir au débeauté, mais comme magistrat, mais aussi comme avocat d'honneur du barreau de Bobigny, en me plaçant du côté des avocats par rapport à ce que vous disiez pour le compléter. Il ne faut pas laisser passer l'idée que les deux dispositifs de protection administrative et de protection judiciaire sont parallèles. Ils sont hiérarchisés. A priori, c'est le dispositif de protection administrative qui doit fonctionner. L'aide sociale à l'enfance, faisant un diagnostic de situation difficile, propose une offre de service à la famille, qu'il accepte ou qu'il refuse, qu'il conteste le diagnostic, qu'il conteste la réponse. Et s'il y a un conflit, on va vers le juge. Donc, et c'est important pour l'avenir, par rapport aux États généraux sur la justice, par rapport à ce qui se fait dans d'autres pays, la Norvège, l'Angleterre ou les États-Unis. Certains voudraient, j'allais dire, faire évoluer la justice des enfants vers une justice, j'allais dire, très technicisée, très juridicisée, avec un juge qui décide et qui mandate l'administration, laquelle est ensuite totalement compétente. Donc tout ça pour dire que les conséquences, elles sont importantes. La première des choses, c'est que l'administration, pour aller de l'administratif vers le judiciaire, il faut démontrer non seulement qu'il y a une situation difficile et que les parents refusent les réponses qui ont été apportées, mais il faut démontrer, là les avocats ont un rôle à jouer, le procureur doit y veiller, le juge pour enfants aussi doit y veiller, donc c'est l'avocat qui doit amener le procureur et le juge à y veiller, c'est de vérifier si l'aide sociale à l'enfance a bien fait ce qu'elle devait faire avant de saisir le tribunal. En d'autres termes, depuis la loi de 2007, la frontière n'a pas changé entre protection administrative et protection judiciaire, sauf que le douanier, qui est le procureur, ou le juge, éventuellement, doit vérifier que l'administration sociale a fait son boulot. Par exemple, vous me proposez de retirer cet enfant qui vit dans une voiture avec sa mère, ce qui n'est effectivement pas la meilleure des choses, mais est-ce que vous avez proposé un accueil hôtelier? Est-ce que vous avez proposé une allocation mensuelle, un secours d'urgence? Vous ne l'avez pas fait, quand vous l'aurez fait, vous reviendrez me voir. Donc les avocats doivent plaider que la protection administrative n'a pas fait ce qu'elle devait faire. Ce qui est très politique, parce que derrière la protection administrative, c'est le président du conseil départemental qu'il faut mettre. Première chose. La deuxième chose, par rapport à ce que vous disiez, et à juste titre, la loi de février, on l'a dit, on l'a écrit, c'est pas une grande loi. En revanche, elle introduit de manière c'est subtil, peu importe, j'arrive pas à dire le mot, une dimension qui est la suivante, qui là encore va cantonner l'intervention judiciaire, et donc il faut donc que les avocats soient très vigilants, et qui dit avant toute réponse institutionnelle, et au passage c'est l'article 20 de la Convention internationale sur le droit de l'enfant, avant toute réponse institutionnelle, il faut vérifier s'il n'y a pas une réponse familiale ou de proximité qui est possible. En d'autres termes, l'aide sociale à l'enfance a l'obligation dans le signalement qu'elle fait au tribunal, et le procureur a l'obligation de vérifier que ça y est bien, et le juge a l'obligation de vérifier que ça y est bien. On doit, avant de préconiser une orientation vers un foyer ou une famille d'accueil, dire il n'y a pas de solution intrafamiliale ou de solution de voisinage. Ça a l'air de rien, mais pour les avocats, ça va être un levier, je veux dire, très très important. Et troisième remarque par rapport à ce que vous disiez, qui est tout à fait juste, c'est quand même fantastique, et ça, par rapport au débat que vous aviez, ça l'illustre bien, mais il faut encore le mettre en exergue, encore plus en exergue. C'est fantastique qu'il faille qu'au début du XXIe siècle, dans la patrie autoproclamée des droits de l'homme, il faille dire à un juge qu'il se doit de recevoir les gens à l'égard desquels il va prendre une décision qui peut faire grief. C'est quand même un des b.a.-ba, j'allais dire, de la justesse des droits humains sur la planète. Il a fallu qu'on l'écrive dans la loi 2022, sous-entendu parce que ce n'était pas fait. Et de la même manière que nous avons gagné en 2007 avec des défenses d'enfants internationales, le droit pour l'enfant d'être entendu par le juge quand il le demande.
malheureusement, il y a une petite virgule, sauf si le juge le fait entendre par quelqu'un d'autre. Moi, quand je vais à l'hôpital, que je veux voir un médecin, je n'accepte pas d'être reçu par un infirmier, même si l'infirmier est fort sympathique. C'est un droit fondamental humain d'être reçu par un avocat. Puis, dernier point pour en terminer, certains ont revendiqué, personnellement je me suis opposé parce que je pense qu'on n'était pas encore mûr, mais on va y arriver, à ce qu'il y ait systématiquement un avocat dans la procédure d'assistance éducative. Je rappelle que c'est une procédure d'assistance éducative qui vise à permettre aux parents de mieux exercer leurs responsabilités dans l'intérêt de l'enfant. C'est pas une loi sur les articles 315 et suivants du Code civil sur la protection de l'enfance, c'est sur l'assistance éducative. Les parents ayant la responsabilité d'assumer une mission de protection. Alors, pourquoi je me suis opposé, et à quelques-uns on s'y est opposé, c'est tout simplement parce qu'on n'a pas encore suffisamment mûri au sein du barreau le fait que la défense devant le juge pour enfants, c'est pas la même défense que devant le juge aux affaires familiales. Dans un procès privé, on plaide un dossier, on plaide du droit. Devant le juge pour enfants, on co-construit une réponse de protection. Ça a l'air de rien. Alors, c'est un peu technique, c'est un peu profond ce que je suis en train de vous dire, ça supposerait un séminaire, si vous le voulez, mais il ne suffit pas de désigner un avocat pour dire la défense des droits de l'enfant est assurée devant le juge pour enfants. Il y a toute une préparation, il y a toute une philosophie à acquérir, et il faut que l'avocat, en prenant en compte les besoins, les souhaits, les droits des enfants, accompagne et titille, accompagne le juge dans la co-construction d'une situation sur plusieurs mois, sinon plusieurs années, et non pas sur plaider un dossier avec délibéré et affaire. Excusez-moi, j'étais un peu long, mais... Merci. Ça marche, oui. C'est très intéressant ce que vous dites, mais je vais vous expliquer la situation concrète à laquelle on est confronté. Quand on est avocat de l'enfant, ou plutôt d'une partie, d'un des parents, et qu'on se trouve confronté à un dossier comme vous décrivez, qu'on veut vérifier si le travail a été fait au niveau du département pour le dossier administratif, déjà il faut qu'on puisse aller le consulter. Donc nous à Nîmes, il faut prendre rendez-vous, on nous donne rendez-vous quand on veut bien. Bon. Dans ce dossier du juge des enfants, il n'y a pas forcément déjà le rapport de l'aide sociale à l'enfance, qu'on a très rare. Alors on l'a au dernier moment. Croyez-en notre expérience, on l'a au dernier moment. Alors, oui. Et bien alors sur le signalement, des fois il y est même pas. Oui, mais ce dossier, on y a accès de manière très tardive. Bon, disons qu'on y a eu accès et qu'on a matériellement le temps de faire notre travail, voire de rédiger des conclusions pour dire ce que vous venez de nous dire. Devant le juge des enfants, en principe, la parole de l'aide sociale à l'enfance, c'est paroles d'évangile. Donc, le juge des enfants, la plupart du temps, applique ce que demande l'aide sociale à l'enfance. Je vous livre notre expérience à toutes au quotidien. Et ensuite, si d'aventure on a une décision qui nous est défavorable et qu'on veut en faire appel, la cour d'appel statue dans un délai d'1 an. Ce qui veut dire qu'on est déjà retourné devant le juge des enfants avant que la cour d'appel ait statué. Ce qui veut dire qu'on n'a pas trop accès à la justice quand on est en matière devant le juge des enfants. Voilà, ça c'est le quotidien. Ce que vous dites, c'est très intéressant. Je pense que ça nous servira à toutes d'enseignement. Mais est-ce qu'on va pouvoir l'appliquer dans ces conditions? C'est ça la justice du juge des enfants, en tout cas à Nîmes. Eh ben, il y a du travail. C'est bien. Ouais, c'est ça. Alors, on a écoulé notre temps de parole sur sur ce premier partage. Je vous remercie beaucoup, toutes les deux. Merci beaucoup pour vos interventions, vraiment.